commencer tranquillement. Je me présente, je m'appelle Marjorie Lemire-Garneau. Je suis finissante en baccalauréat en environnement naturel et énergie. Puis je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Je trouve que la salle est pleine, c'est vraiment cool. C'est vraiment très cool. Bienvenue en tous. Vous allez me permettre de lire. Malheureusement, j'ai coupé des légumes puis j'ai pas appliqué mon script. Mais bref, c'est réellement, je pense. Bienvenue à la conférence d'Alain Jeté. À l'heure où les changements sont amorcés au niveau climatique depuis déjà quelques années, mais également aussi peut-être pour une raison de bien-être apparente. Il est donc souhaitable de se questionner sur la façon dont nous voulons obtenir et consommer des aliments sains, de la qualité nutritionnelle et gustative, et ça sur un circuit le plus court possible. C'est précisément pour ces raisons que VIA Agroécologie, association d'étudiants issus de diverses facultés, œuvre pour vulgariser, informer, agir. En ce qui concerne les pratiques agroécologiques plus saines. Aujourd'hui, Alain Jeté va nous parler d'une pratique ancestrale, celle de la greffe des végétaux. Elle s'inscrit dans un concept plus récent, celui de la permaculture, qui n'est pas bien loin de celui de l'agroécologie. De manière plus large, elle vise à prendre soin des gens comme elle prend soin de la terre. Il faut mentionner que la permaculture est de plus en plus populaire auprès des gens partout dans le monde, comme on a pu le voir récemment dans le documentaire Demain, pour ceux qui l'ont vu. La souveraineté alimentaire verse intimement avec la permaculture, et c'est pour cette raison que nous sommes rassemblés aujourd'hui, je suppose. Alain est passionné des arbres fruitiers, et plus précisément des pommiers et des poiriers. C'est également un expérimentateur expérimenté. Parce qu'il prend le temps d'observer la nature dans les changements qu'il soumet à son lopin de terre, c'est également un fin permaculteur. Je suis emplie d'impatience de lui laisser la parole, mais je souhaite d'abord faire quelques annonces. Donc, tout d'abord, la première, c'est de présenter VIA Agroécologie, l'association étudiante qui organise la conférence aujourd'hui. Donc, il y a quelques petites personnes dans la salle, si vous voulez juste vous manifester que, voilà, sont dans VIA Agroécologie. Mais on est plus que ça, mais bon, bref, des fois, la session oblige, il faut aller pratiquer des autres et ce genre de choses. VIA Agroécologie, c'est une trentaine de membres, puis aussi un peu plus de bénévoles et de sympathisants. J'aimerais savoir, premièrement, qui connaît VIA Agroécologie dans la salle? Ah, mais quand même, c'est bon. Comme une vingtaine de personnes, c'est bon. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai juste mentionné comme qui est VIA Agroécologie. Donc, ça a été créé en 1987 par des étudiants de la faculté ici. Puis depuis ce temps-là, elle multiplie des actions sur le terrain du campus universitaire de toutes sortes. Bref, du jardin écologique communautaire présent sur le campus au niveau des Sorts du Bon-Pasteur. Je ne sais pas si vous savez c'est où. Oui, peut-être. Enfin bref, en arrière du jardin Roger Van Delen, on a un jardin écologique à cet endroit. Ensuite, c'est ça. Donc, du jardin écologique présent sur le campus au centre de documentation, en passant par le film alimentaire et les midis agroécologie. VIA collabore avec plusieurs intervenants. Parmi ceux-ci, on compte AgroCité, la Fête des semences, les rendez-vous bio, la Charte de développement international de l'Université Laval. Plus récemment, VIA collabore à nourrir la population du campus via son partenaire avec Saveur Campus, qui gère la cafétéria du pavillon des Jardins et qui vient d'ouvrir un restaurant gastronomique. Saveur Campus sert effectivement les légumes produits au jardin communautaire. Voilà une belle définition des circuits. Si vous êtes curieux de connaître les prochains événements qui viendront, je vous propose d'aller visiter notre site internet ou notre page Facebook. Et également, j'ai mis à votre disposition une feuille à l'avance si vous voulez vous inscrire à l'infolette. Vous avez juste à écrire votre courriel ici et on va vous envoyer le suivi. Donc, la dernière annonce est d'ordre procédural. Simplement, j'aimerais ça demander que les gens qui ont vraiment envie de participer à la conférence et de partager leurs connaissances personnelles gardent ces commentaires-là pour la fin. Afin d'alléger et de vraiment permettre à Alain de donner le contenu de sa conférence au complet. Il y a quand même une période de questions qui va être disponible à la fin de la conférence de 1 heure, donc je pense qu'on a le temps de tous poser les questions qu'on désire. Voilà, c'est simplement pour participer, dans le fond, la matière qu'Alain vient présenter. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole à Alain. Merci d'être là et bonne conférence. Sans aucune
prétentions. Moi, en fait, je me suis fait approcher par le groupe. Je vais faire un peu l'historique de mon projet. De toute façon, j'en parle un peu dans mon diaporama. Mais en gros, c'est que moi, pourquoi je me suis ramassé avec un verger, c'est que j'ai plus jeune, c'est-à-dire au secondaire, une de mes premières jobs d'été, c'était de travailler dans une pépinière. En fait, j'ai travaillé dans un botanix comme vendeur pépiniériste. Ensuite, j'ai travaillé dans des serres de production de légumières fruitières au Saguenay. Puis j'étais certain, dans ma tête, c'était clair que j'allais travailler en horticulture. Je me suis inscrit à Saint-Hyacinthe. Finalement, des fois, la vie, c'est plein de surprises. Je me suis ramassé avec Jeunesse Canada Monde en Thaïlande. De fil en aiguille, l'agriculture a pris un petit peu le siège arrière dans mes projets et a resté en veilleuse pendant longtemps, jusqu'au temps que mes parents ont une terre au Saguenay, dans le coin des montagnes entre Saguenay et Sagard. C'est très montagneux, c'est magnifique comme territoire. C'est surtout une zone un peu plus chaude du Saguenay, où dans la forêt, ils poussent des chênes à l'état sauvage. Fait que c'est vraiment un microclimat. Fait que c'est un peu ça qui a attiré mes parents dans le coin. Parce que même dans le village, il y a des gens qui font pousser des pommiers, chose qui est à peu près vue nulle part au Saguenay. Là. Fait que déjà ça avait piqué notre intérêt je dirais, d'horticulteur plus. Là, alors, à ce moment-là, mes parents ont acheté la terre, ça fait peut-être 25 ans, leur terre à eux. Puis mon père a fait pousser des fruits bon an, mal an, en essayant des arbres fruitiers du magasin, souvent qui ne sont pas zonés pour le Saguenay, avec des porte-greffes qui ne sont pas les bons. Bon, fait que, il a quand même fait 20 ans d'expérience à planter toutes sortes de choses en termes de fruitiers. Et moi, après ça, j'ai repris le flambeau parce que je me suis acheté une portion de terrain, puis après ça, j'ai pris le relais. Sauf que moi, je suis de la génération des, sans être grano, mais une génération des peut-être idéalistes qui préfèrent pas utiliser de chimiques, qui essaient de travailler la terre d'une façon plus naturelle. Fait que ça fait un peu le topo de mon expérience. Fait que moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé un projet de verger là-bas. Je suis parti d'une terre à bois qu'il a fallu défricher, couper des arbres, enlever des souches, travailler le terrain. Une zone montagneuse. Donc, un bon défi. Puis, j'ai déjà eu le temps d'avoir des expériences, des résultats positifs, négatifs. Et c'est un peu pour ça que ça a commencé mon blog. Donc, je vais vous présenter les diapos parce que là, je piétine un peu sur ce que je vais vous présenter. Mais donc, c'est un peu l'historique de mon projet. Et je dirais que depuis que j'ai commencé, parce que là, vu que le thème principal de la conférence, c'est les greffes, j'ai dû faire au moins au-dessus de 500 greffes, j'ai arrêté de compter. Mais surtout des fruitiers. Mais je vais y revenir. Fait que, j'ai eu le temps d'en essayer plusieurs, suffisamment pour, je pense, vous en parler de long en large. Donc, c'est un peu l'historique. J'ai acheté ma terre en 2013 à Saguenay, en montagne. Selon Agriculture Canada, c'est supposément 3B. Je dis bien supposément. Le type de sol, c'est varié. C'est du sablonneux par endroits, un peu argileux, l'homme dans d'autres endroits. Par contre, il ne pleut pas beaucoup. Souvent, il va pleuvoir à Québec. Là-bas, il n'y a pas de pluie. Fait que souvent, la météo annonce de la pluie, j'y vais, puis il ne pleut pas. C'est beaucoup moins de pluie qu'ici, c'est surprenant. Donc, ça prend, surtout quand on veut faire de la permaculture et qu'on ne veut pas irriguer ou arroser avec des goutteurs, ça remet en question les porte-greffes du marché standard. Microclimat, je n'ai parlé un peu, qu'il y a effectivement des fruitiers qui poussent dans le village. Fait donc, je savais qu'il y avait du potentiel, mais c'est de trouver les bons. Ma terre, en 2013, on avait défriché, il n'y avait absolument rien. Donc, malheureusement, encore là, j'étais novice, alors j'avais pas encore lu beaucoup sur la gestion des sols et de la permaculture. Fait que la première fois qu'on a fait du défrichage, on a complètement gratté, puis la terre était pas mal nue, fait qu'il ne restait pas grand-chose. Fait que ça donne des résultats que vous vous doutez peut-être. C'est que quand on enlève toute la terre de surface et qu'il reste juste du sable, les pauvres plantes en ont misère. Les poires. Ça aussi, c'est un facteur important dans l'élaboration de mon verger, parce que je savais, mon père avait un verger Golden Spice depuis au-dessus de 20 ans, qui survivait bon an, mal an au Saguenay.
Bien, je savais que c'était possible de faire pousser des poires au Saguenay, mais ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi qu'on entendait que dans les pépinières, il y avait toujours juste du Golden Spike, du Beauté Flamande ou du John. Là, je me disais, ça se peut pas, il y a sûrement d'autres variétés que ça, c'est impossible. Fait que, grâce à la magie d'Internet, et en cherchant un peu à gauche et à droite, je suis tombé sur des lectures vraiment intéressantes, là, en grattant d'un bord puis de l'autre, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de documentation là-dessus. Mais j'ai fini par trouver d'autres cultivars de poires qui étaient rustiques, puis à les essayer. Et ça, ben, c'était 2 poires, entre autres, qui m'ont vraiment piqué ma curiosité, la comisse, la séquelle, qu'on trouve occasionnellement dans les épiceries. La comisse, qui est extraordinaire, puis la séquelle, qui est un autre, selon moi, extraordinaire poire, mais qui sont assez méconnues. Puis ce qui arrive, c'est que pendant des années, moi, je mangeais tout le temps des bartlettes, comme la majorité des gens, puis je pensais que c'était ça, le poire. C'était une boule de citron. Gentil, là. Mais c'était à peu près la seule saveur que je connaissais. Mais un jour, ben, j'avais essayé une bosque, comme bien des gens, mais je ne savais pas quand ou comment la manger. Fait que moi, je l'avais baptisé la poire patate, puis j'ai essayé ça. Parce que c'était dur, puis c'était pas bon. Mais les poires, contrairement aux pommes, il faut les apprivoiser. C'est pas simple. Il faut les manger quand elles autres elles sont prêtes, pas quand nous autres on décide. Fait que quand on a compris le principe, la bosque est excellente, mais il faut la manger quand elle est mûre. Fait que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la poire est méconnue. Mais au-delà de ça, quand j'ai apprivoisé un peu les quelques variétés qui sont au magasin, il n'y en a pas beaucoup. Comme je disais, j'ai fini par trouver une trentaine de variétés de poires rustiques. Fait que, puis là, ben, comme je disais, vu qu'il n'y a à peu près pas de documentation là-dessus, nulle part, ben, il faut vraiment gratter un peu partout, beaucoup de trucs en anglais sur Internet. Donc, de fil en aiguille, j'ai fini par me trouver des cultivars. Puis je vais vous partager quelques-unes des sources que j'ai trouvées au fil du temps, là, parce que c'était une autre motivation de faire mon blog, parce que l'information était tellement dure à trouver que je me disais qu'il fallait la partager. Là. Ben, ça, c'était le verger de mon père. Mon père, avec ses poires Golden Spice, ça fait peut-être 5-6 ans. La preuve vivante, comme de quoi qu'il y a des poires au Saguenay, ça se peut. Et l'autre, ben, je voulais mentionner un article en ligne que j'avais lu par hasard de Claude Jolicoeur dans le journal Pomona de NAFEX, North American Fruit Explorer, qui est un groupe qui parle en fait de toutes les variétés de fruits là, confondus et petits fruits, en anglais malheureusement, mais canadiens et américains. Et Claude Jolicoeur, en fait, il habite à Québec, mais lui, il a un terrain à Rivière-Saint-François. Puis justement, il a écrit un livre il n'y a pas si longtemps sur comment faire du cidre. Et il y a un verger, lui, il a acheté un verger qui était à l'abandon, puis il l'a remis, il l'a entretenu, en tout cas, il l'a remis à neuf, on va dire. Mais il y a aussi des poiriers au travers. Lui, il avait écrit un article dans Pomona, donc sur les poires en zone rustique, mais il est sous bord du fleuve. Mettons que lui, c'est plus en zone 4. Mais là-dedans, j'avais justement découvert plusieurs variétés de poiriers rustiques que je ne connaissais pas. J'enchaîne. Si on va arriver au greffe. Mon projet initial, quand j'ai commencé, c'est pas compliqué, c'était de la monoculture. J'avais des rangs de poires, des rangs de pommes, et je tripais. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? En automne 2014-2015, le printemps avait été pluvieux. Puis là, ben, je ne parlais pas de mon verger, parce que moi, je compare avec le verger de mon père, qui était mon voisin, ben, qui l'est encore. Lui, il a à peu près juste des pruniers, un poirier, une coupe de pommiers. Mais là, au printemps, vu qu'il n'y avait plus beaucoup, toutes les fleurs avaient coulé, 0 prune. Mais quand je dis 0 prune, là, 0 prune. C'est 20 arbres, 0 prune. Peut-être 2. Mais bon, il n'avait pas eu. Fait que ça a été un autre élément qui a fait réfléchir un peu. Je me disais là, tu mets tous tes œufs dans le même panier. Les zones. Encore là, les zones de rusticité, on regarde sur le site d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Waouh, c'est le fun. Moi, je suis à peu près ici. Ça dit du 3B. Waouh, c'est hot. Waouh, je suis content. Je m'achète des affaires, toutes zonées 3B, 4. Je plante ça. Ça va être le fun. Je vais avoir des beaux pruniers, des beaux poiriers, des beaux pommiers. Sauf que, ah ouais, je l'écris en haut. Sauf qu'à l'hiver 14-15, on a eu 2-3 jours consécutifs avec des moins 45. Moins 45, là, c'est pas 3B. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Hein?
J'étais au printemps, puis il y avait plusieurs affaires qui avaient eu de la misère. Donc, mais c'est bien parce que ça m'est arrivé tout de suite au début de mon projet. Parce que, dans le fond, moi, je considère ça comme une chance parce que, des fois, on plante des affaires, ça fait 10 ans qu'il fait beau, les hivers sont doux, ça va bien. Ah, les arbres sont rendus super gros, là, il arrive avec un moins 45, ton arbre de 10 ans, là, fini, là, il ne pousse plus. Ben non, il meurt tranquillement, mais il meurt pareil. Fait que, moi, je me suis considéré chanceux parce que tout de suite, au début de mon projet, j'avais des beaux poiriers qui étaient sur les cartes. Ben, tout ce qui était au-dessus de la neige, c'est mort, fini. Fait que ça m'a tout de suite fait remettre en question les histoires de zones, à savoir, ce qui fait que la zone de rusticité, c'est pas la chaleur d'été, c'est le froid l'hiver. Puis la proximité du fleuve, d'ailleurs, on l'avait vu un peu sur le graphique tantôt, oui, les zones de rusticité sont plus hautes, proches de l'eau, parce que l'eau, dans ce cas-ci, elle agit un peu comme un radiateur, il réchauffe le terrain proche, il modère les températures. Alors que moi, je suis dans les montagnes. Je suis trop loin du fleuve, fait que ma zone de rusticité est partie 4-3B, puis là maintenant je me considère plus 2B3. C'est plus sécuritaire. Fait que, première chose, ouais, la température. Problème de maladie. Encore là, monoculture. Moi, je ne voulais pas utiliser de chimique. Puis là, ben, je me rends compte que je plante plein d'affaires en monoculture. Je plante 10, 20 poiriers ensemble. Il y en a un qui est malade. Ils sont tous malades. Ils se passent toute la maladie, là.